Du 25 janvier au 28 février 2025, le peintre et plasticien Claude Jeanmart expose ses œuvres Corps aveugles à la galerie Ombre Blanche à Toulouse. À cette occasion, une rencontre vernissage avait lieu le 25 janvier avec Claude Jeanmart, qui explore la création artistique par le toucher sans le recours à la vue, en dialogue avec Anne Sauvageot, sociologue et autrice notamment du livre L'art et la cécité, voir et ne pas voir, aux éditions La Lettre Volée. Bonne écoute. Tu vois, Claude, le silence se fait là. C'est bon. C'est l'art et la cécité, hein, c'est pas l'art et Louis. Hein. Et d'ailleurs, on va en être témoin très vite. Bon, voilà, je merci à tous les amis de Claude, de Anne Sauvageot d'être avec nous ce matin. Et c'est donc le premier jour, en réalité le deuxième de cette nouvelle exposition. Je remercie beaucoup Claude en réalité de m'avoir sollicité, puisqu'on se croisait de temps en temps et tu étais venu exposer, alors j'ai perdu c'est en 2004, je crois que je l'ai noté là-dedans, donc ça doit être marqué quelque part. Donc il y a 20 ans, ça fait 2004, enfin presque ou 2005. Et c'était pour un travail avec Jordi Cerdan, donc un travail de correspondance. Finalement, tu travailles seul, mais avec les autres depuis toujours, et proche des autres, et même quand c'est éloigné, c'est proche des autres. Quand j'ai mis un peu de temps à venir dans ton atelier, mais voilà, alors quand on rentre dans ton atelier, on est saisi par l'ordre dans lequel tu vis et dont tu as sûrement besoin, et petit à petit, tu ouvres tes cartons. C'est surprenant, interrogeant, émerveillant et inquiétant à la fois, parce que tu en sors 1, 2, 3, 10, 20, et là on commence à avoir une sorte de vertige. Et donc la deuxième fois que nous nous sommes vus dans ton atelier, on a fait un travail tous les deux d'imaginer la disposition de cette exposition. Je crois que tu es tombé d'accord et nous sommes restés à peu près sur ce plan imaginaire. Et finalement, je te remercie de l'avoir. C'est formidable. Je suis très très heureux je ne l'imaginais pas comme ça, bien qu'on l'ait établi comme ça. Et évidemment, en vrai, c'est bien mieux que imaginairement. Donc merci pour la présence de tes peintures ici, de ces travaux, de quelques-uns, minuscule partie, une toute petite partie de ton travail. Voilà, donc ce matin, les choses se feront en quelques temps, en 2, 3 temps. D'abord, Anne Sauvageot donnera un commentaire à la fois sur ce travail qu'elle connaît bien et sur l'art et la cécité en regard de ce travail qui est le tien, dans un exposé d'une vingtaine de minutes, 25 minutes, et puis un dialogue avec toi, puis le dialogue entre vous deux et le public, et puis après, vous retrouverez vos amis autour d'un verre dans la galerie tout à l'heure, je pense vers midi, autour de midi, et voilà. Et puis c'est parti pour 5 semaines. Donc merci Claude, merci Anne. Je crois que le livre est là-bas à l'accueil. Merci. Alors merci à nouveau. Quand je dis merci à Christian Thorel, à l'équipe d'Ombre Blanche, ça n'est pas une formule de politesse, c'est une réalité. Ça veut dire que l'artiste, ses œuvres ne deviennent œuvres d'art que sous le regard du public. Donc merci au public, parce que c'est vous qui transformez ces œuvres qui sont dans les cartons en œuvres d'art, par votre présence. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important. Beaucoup d'amis artistes espèrent qu'un jour, leurs travaux seront vus, car ce n'est que lorsqu'ils seront vus qu'ils deviendront des œuvres, bien sûr. Merci également donc, à Anne Sauvageot, qui est à côté de moi,
Anne, qui a écrit un livre qui, je trouve, est extrêmement intéressant sur l'art et la cécité, c'est-à-dire comment est-ce que des artistes qui voient vont volontairement et momentanément se priver de la vue. Et pourquoi ? Et tout mon travail est justement cette interrogation. Je travaille donc souvent sur de longues étapes, de longues périodes. Ça fait maintenant 15 ans que je travaille en aveugle et ça représente 1550 œuvres différentes. Et ça n'est pas encore tout à fait terminé. Il y a des séries qui sont encore ouvertes, comme les couples colonnes. Je cherche encore des personnes pour m'accompagner dans ces œuvres. Dans les apsaras également. Et puis surtout, dans la nouvelle série qui démarre, celle des corps aveugles, des corps noirs, pardon, que vous verrez dans la galerie à côté. Ce travail en aveugle, donc 15 ans, mais avant, pendant 10 ans, j'ai travaillé sur l'œuvre de Kafka. Puis, 9 ans avant, j'ai travaillé sur De Saragosse à Burgos, sur cette terreur que m'inspirent ces gigantesques retables dans les grandes églises de cette ligne de Saragosse à Burgos, et etc. Donc, ce sont des travaux qui durent chez moi aux alentours d'une dizaine d'années au minimum, et qui me permettent de réfléchir, d'approfondir une réalité que je perçois, et je ne l'abandonne que lorsque, tout d'un coup, une évidence autre apparaît et qui m'engage dans une autre série. Le travail sur Corps aveugles est vraisemblablement peut-être sur sa fin, avec les 2 séries en cours, mais je n'ai aucune idée de quand ça s'arrêtera et j'ai encore moins d'idées sur ce qui va suivre, s'il y a une suite. Voilà. Donc c'était cette première chose que je voulais dire. Dans la salle qui est ici, vous avez au fond, à l'horizontale, une apsara. J'ai noté quelques indications pour que vous repériez ce que ça représente, ce que ça peut être. Au mur, la série des 12 cadres, ce sont des couples colonnes, j'appelle ça en écho neuronaux. Alors j'explique en quelques mots. J'ai repris les dessins utilisés pour les couples colonnes en grand, qui mesurent. On n'a pas pu mettre ici le chapiteau, donc j'ai mis une photographie qui vous donne une idée de ce que c'est. Ça fait 3,20 m de haut, donc ça ne rentrerait pas sous le plafond ici. Et puis, vous me direz, pourquoi faire si grand ? Et je répondrai, pourquoi pas ? Et puis, donc, je réutilise ces dessins et je les transforme, je les mets dans mon ordinateur. Je travaille beaucoup sur ordinateur. J'ai à la fois le travail sur le toucher, sur la perception la plus physique, mais en même temps, j'utilise l'outil informatique. Tout à l'heure, Christian parlait de l'ordre dans mon atelier. Oui, parce que je manipule une telle quantité de médias qu'il me faut absolument avoir un ordre rigoureux pour que la poussière, pour que ci, pour que ça, pour que l'ensemble de la chaîne, y compris de la chaîne graphique que je manipule, soit opérationnel. Alors, dans la série qui est ici, ce qui m'a beaucoup intéressé, ça a été d'utiliser donc les dessins que vous voyez là, qui servent pour les couples colonnes, de les retravailler sur palette graphique dans mon ordinateur, et quand c'est terminé, alors j'ai utilisé l'intelligence artificielle. Et ça m'a beaucoup amusé, parce que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, est essentiellement utilisée pour faire de l'hyperréalisme, pour tromper les gens. Et moi, je me suis fabriqué des filtres. J'en ai fait une 50aine, ça m'a pris un temps fou. Et ces filtres, je les utilise pour détruire la réalité, pour détruire la ressemblance. Et donc, c'est une sorte de pied de nez, ou en tout cas d'utilisation à l'envers de l'intelligence artificielle que j'ai utilisée pour cette série. Au tout début, d'ailleurs, pour bien me familiariser avec le système, j'ai essayé de voir si on pouvait piéger cette intelligence, et j'y suis arrivé avec bonheur. Ça m'a valu d'ailleurs d'être censuré sur Facebook, parce qu'il y avait des images où un certain réalisme laissait deviner des corps. Bon,
Donc j'ai refait une image, j'étais très gentil, j'ai obéi à ce qu'on m'a dit, et j'ai couvert l'image de feuilles de vigne, sauf pour le nez qui dépassait d'un des protagonistes. Et là, l'image a été acceptée. Donc j'ai continué dans ce sens, et j'ai essayé de voir ce qu'était cette intelligence artificielle, si elle avait une âme. Donc j'ai envoyé une première requête. C'était Adam et Ève descendent du paradis sur terre. Et j'ai eu immédiatement comme réponse, cette requête ne correspond pas à nos valeurs. J'ai fait une seconde requête, Vénus sort de l'eau. Là, j'ai eu des réponses. J'ai eu 3 images d'une sorte de gros paquet de chiffon, d'où émergeait une chevelure. Et c'était donc une Vénus couverte de la tête aux pieds, d'un tourbillon de tissu qui faisait qu'on ne voyait même plus la mer. J'ai envoyé une autre requête, une dernière, pour voir si ça marchait. Et c'était une géante s'empare d'un homme. Et là, immédiatement la réponse, cette requête ne correspond pas à nos valeurs. Donc j'ai envoyé une deuxième requête, un géant s'empare d'une femme. Et j'ai eu une série de réponses immédiates de géants saisissant des femmes. Voilà. Donc il m'est apparu qu'il y avait peut-être, je dis peut-être, une certaine, une certaine valeur morale, un petit peu à droite peut-être, qui pouvait émerger de ce genre de processus. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai été ravi d'utiliser à rebours cette intelligence artificielle dans ce travail, qui n'est pas la seule chose que je fais, mais il y en a quand même 110 dans cette série, et 110 dans la série sans l'intelligence artificielle. Voilà, une petite description qui met en place le travail. Ce travail sur le toucher en aveugle, j'en reparlerai tout à l'heure, mais avant, je vais passer la parole à Anne Sauvageau, qui a écrit un livre dans lequel elle a eu la gentillesse de relater mon travail. Ce livre, c'est « L'art et la cécité », où elle a rencontré des artistes de premier plan pour les interroger sur ce travail qu'ils faisaient. Anne, c'est à toi. Oui, merci Claude. Bon, mais avant d'essayer de retracer de façon assez rapide aussi la trajectoire, au fond, je crois que j'aimerais quand même accorder quelques secondes à la formation qui a été la tienne et que je trouve complètement exemplaire et qui, je trouve, est très significatif de ton appétit de comprendre, d'essayer de chercher. Donc, je pense que ça vaut la peine de dire. En fait, après le bac, bien oui, tu t'orientes vers l'école des beaux-arts d'Amiens. Pourquoi Amiens ? Parce que tout simplement, tes parents habitent à Amiens. Et puis, je pense que l'école des beaux-arts d'Amiens... L'école des beaux-arts d'Amiens n'était quand même peut-être pas suffisante pour répondre à tous tes appétits. Donc, évidemment, tu as eu envie d'aller à Paris, que tu connaissais, mais sans doute pas assez bien pour avoir déjà fait tous les musées. Et à ce moment-là, tu as tenté l'entrée à l'école des arts appliqués. Et ça me paraît être une chose très importante, puisque là, justement, tu décrivais ton dernier dada, qui est d'interroger l'intelligence artificielle. Et Dieu sait, c'est une démarche qui peut être vraiment intéressante et qui nous instruit beaucoup. Mais je veux dire que cette école des arts appliqués, d'emblée, t'a donné accès à un nombre incroyable d'outils, que ce soit le graphisme, que ce soit la vidéo, le film, les multiples montages films, etc. Et ça, je crois que ça t'est toujours resté, puisque sans arrêt, tu as essayé de multiplier les médias à peu près dans chacun de tes travaux. Donc ça me semblait être intéressant de le dire, ne serait-ce qu'en passant. Alors pour ce qui est de ton parcours lui-même, je pense qu'aussi il y a une chose qu'il faut noter, c'est que sans doute tu t'es rendu compte quand même très très vite, et tes parents n'étaient pas très fortunés non plus, que tu aurais du mal à vivre que de tes activités créatrices et artistiques. Donc en fait, tu as opté pour une démarche qui n'est pas neutre du tout, c'est-à-dire que tu as tenté une des écoles les plus élitistes qui soit, c'est-à-dire l'École nationale supérieure de Cachan. Voilà.
Et là aussi, ça a été une somme de savoir. Et je me souviens que dans tous ces échanges qu'on a eus, tu me disais que être à Paris, ça avait été pour toi, mais une chance inouïe, parce que tes congés, tes dimanches, tu les passais entièrement au musée du Louvre, entre autres, avec des quelques biscuits dans ta poche pour tenir le coup. Et tu as passé quasiment presque des vacances entières. Voilà, donc évidemment, ça t'a donné l'accès à l'enseignement. L'enseignement, forcément, comme tout le monde, tu as commencé par des postes en province, dans les collèges. Je crois que très vite, l'enseignement, la pédagogie est devenue un centre d'intérêt pour toi vraiment très important. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, tu es devenu professeur, tu as enseigné ici, à Toulouse, à l'école, au lycée des Arènes, dans les classes de prépa pour l'art. Et ça, là aussi, je voudrais insister un tout petit peu, parce que ça a été une période pendant laquelle tu as fait une démarche qui est assez considérable, c'est-à-dire que tu as trouvé le temps d'aller faire des entretiens, essentiellement à Paris, mais une quantité incroyable, près de 50 entretiens avec des artistes, sculpteurs, peintres, un peu de toutes les générations. Un travail considérable d'ailleurs, et dont je dois dire que c'est une chance que j'en ai pris connaissance, puisqu'en fait, on s'est mis à retranscrire tous ces entretiens, et ça va donner lieu, là aussi, à un livre ensemble, puisqu'on a sélectionné une vingtaine de ces entretiens, 22 de ces entretiens. Donc c'est un livre qui devrait paraître l'an prochain. Voilà. Ça a été une période très fructueuse parce que ce travail, tu as essayé d'emblée d'en faire profiter non seulement les élèves, mais aussi tes collègues, avec des discussions souvent très dures, parce que les artistes que tu es allé, sur lesquels tu as fait des entretiens, avec qui tu as fait des entretiens, eh bien, c'était des artistes, et notamment tu as donner une nette préférence déjà à des artistes femmes, alors qu'elles étaient encore dans des situations relativement critiques pour pouvoir bénéficier d'une reconnaissance, et des artistes qui, en fait, étaient vraiment très avant-gardistes à l'époque et qui, au fond, n'étaient pas toujours très, très bien reçus par tes collègues eux-mêmes. Ça donnait lieu à des conversations tout à fait passionnantes. Bon, voilà pour ce qui est le domaine de l'enseignement. Je vais essayer de retracer un petit peu la façon que tu as eu, il me semble, de démarrer ton travail d'artiste en lui-même. Je crois, à partir des conversations qu'on a eues, puisqu'on en a eu beaucoup, évidemment, dans ton atelier, et il me semble que tu m'as dit que vous aviez surtout commencé à travailler à l'intérieur d'un groupe informel, avec des gens, des filles et des garçons un peu de ton âge, des amis, et que vous aviez été d'emblée assez intéressé par tout ce qui concernait le corps. Et je crois que je peux mentionner, sans trop me tromper, mais tu me diras, je crois qu'un peintre comme Yves Klein a eu une certaine influence sur vous. Je ferai volontiers une référence à une performance d'Yves Klein qu'il a réalisée en 1958 et qui consistait à ce moment-là il était accompagné d'une jeune modèle qui s'appelait, je ne sais plus comment elle s'appelait, et à ce moment-là, il l'a badigeonnée. Évidemment, elle était nue, il l'a badigeonnée de peinture, évidemment son bleu monochrome, et puis ensuite, il a demandé à cette jeune femme de se rouler sur des grandes feuilles de papier blanches qui étaient disposées au sol. Et au fond, il a fait de ce modèle un pinceau en quelque sorte. Et donc, c'est tout un travail sur l'empreinte qui, je crois, vous a particulièrement intéressé et que vous êtes livré vous-même déjà à ce type de travail. Donc, c'est dire que d'emblée, c'est vrai que le corps, et au fond la nudité n'était pas non plus pour vous déplaire, on était dans les années 68 tardes, donc
il y a déjà ce désir de dépasser un peu les tabous, de les mettre de côté. Donc je crois que là, vous avez trouvé un terrain qui est devenu un peu à la fois le vôtre et puis le tien plus particulièrement. Et c'est sans doute ce qui t'a conduit d'ailleurs à rentrer en contact avec des danseurs et des chorégraphes. Tu as invité, à l'occasion d'une exposition que tu faisais à la Galerie des Couteliers, si je me souviens bien, à Toulouse, tu as invité Michel Ragy, qui était un danseur déjà époustouflant, chorégraphe lui-même, et puis voilà, il a fait au milieu de toutes tes œuvres une performance tout à fait époustouflante. Dans la rue, oui, je crois que tu avais... Oui, dans la rue aussi. Tu avais une fresque en papier. Oui, absolument. Et puis, tu as fait un peu la même démarche avec Jean-Marc Matos, que j'ai très, très bien connu moi-même, puisque j'ai travaillé aussi avec lui. Jean-Marc Matos, qui, lui, sortait de l'INSA, mais qui avait une passion autre que celle de l'ingénierie, puisqu'il était passionné par la danse. Et en effet, à l'issue de l'INSA, il s'est remis à danser, il est devenu chorégraphe, et il a créé cette compagnie que peut-être les uns et les autres vous connaissez, qui s'appelle la compagnie Cadence. Et là aussi, ça a été, au fond, l'occasion d'un très grand nombre de contributions que vous avez eues ensemble, puisque tu as fait pas mal de scénographie pour quelques-unes de ces chorégraphies. Alors, ce serait, bien sûr, là j'ai beaucoup insisté sur d'emblée ce goût que tu as eu pour le corps, pour les corps dansants notamment, mais en effet, tu as fait aussi allusion à ce travail, mais qui t'a tenu parallèlement pendant des années et des années, c'est-à-dire ta passion pour la création littéraire. Et tu as mentionné évidemment Kafka, qui a donné lieu à des séries, je ne sais pas combien, il n'y a que toi qui peux en savoir le nombre, parce que tu as lu, je crois, Kafka, comme peu de gens sans doute l'ont lu, c'est-à-dire vraiment absolument tous ses écrits, et tu as fait donc des séries où là aussi se mêlaient absolument des quantités de médias qui allaient du film, du dessin, du graphisme, de la peinture, bon j'en oublie, mais ça tu compléteras. Voilà, et puis c'est pas seulement Kafka qui t'a intéressé, c'est aussi des gens comme Karel Capel, Casanova, Max Wedge, etc. Voilà, donc je voulais quand même mentionner tout cela. Alors, et puis, on va en venir à ce qui me paraît aujourd'hui primordial, c'est-à-dire qu'en 2009, tu as fait... 2009 a été l'occasion d'une anecdote qui va bien au-delà de l'anecdotique. C'est-à-dire qu'en 2009, il se trouve que Denise et toi, vous aviez une voisine avec qui vous sympathisiez beaucoup. Cette voisine, elle n'était pas toute jeune, elle avait 80 ans, elle était d'ailleurs très alerte mentalement, mais surtout, elle avait cette particularité d'être aveugle. Et puis, un jour... tu as eu cette curiosité de lui demander, mais au fond, comment est-ce que vous m'imaginez ? Quelle représentation vous faites de moi-même ? Et là, elle était un peu embarrassée pour te répondre et elle a proposé de palper ton visage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir fait ce geste pour essayer de découvrir tes traits, à ce moment-là, d'emblée, elle s'est écriée qu'au fond, elle avait eu une représentation de toi jusque-là qui était complètement bouleversée parce qu'elle venait de découvrir de tes traits. Bon, alors ça, quand je dis que ce n'est pas seulement anecdotique, c'est qu'en fait, c'est vrai que tu t'intéressais déjà au toucher, c'est vrai que ça, mais là, ça a été vraiment une découverte qui a été fondamentale, puisqu'à partir de là, pendant 15 ans, au fond, tu t'es mis à travailler avec les yeux bandés. Alors, ça ne s'est pas fait
d'emblée, tout de suite, puisque en fait, tu as renouvelé les expériences avec d'autres aveugles, et notamment, tu t'es adressé à un homme qui avait une 60aine d'années, qui, lui, chose beaucoup plus importante, était aveugle de naissance, qui est complètement, radicalement différent, et il a accepté, en effet, de te dessiner en entier. Alors même qu'il abordait cette démarche de façon, tu m'as dit, un peu décontractée, au moment où il a commencé à faire ce travail, tu m'as dit qu'il s'était mis à trembler comme tout et qu'il avait perdu tous ses moyens. Alors c'est très intéressant parce qu'on a analysé la façon qu'il avait eu de s'y prendre pour essayer de restituer ce qu'était ton corps. Et en fait, le visage, voilà. Et donc, on peut dire qu'à partir de 2015, voilà, ça a été ce moment où, ayant travaillé et voisiné avec des aveugles, eh bien, toi-même, tu as essayé de tenter cette expérience, de te mettre dans une circonstance, un contexte qui te permettait d'approcher un tout petit peu cette immensité profonde de ce que peut être la perception des aveugles. Alors, tu n'as pas du tout été assez naïf pour penser que les yeux bandés te permettaient de te mettre dans la peau d'un aveugle. Pas du tout. C'est évident, mais heureusement, tu avais lu déjà et tu l'as relu Diderot, qui est une mine absolument extraordinaire pour comprendre justement comment des personnes qui ont une déficience peuvent mettre à profit un autre toucher, une autre perception, celle du toucher notamment, mais il y en a bien d'autres, et pour qu'il leur ouvre un univers cognitif tout à fait considérable. Alors c'est évident qu'au fond, il est toujours important de se questionner sur ce qu'est la figure de l'aveugle. On sait à quel point, bon, certes, il y a eu un Tisérias, ce héros grec qui a été quand même très valorisé. À l'inverse, il faut bien se mettre vraiment dans l'idée que les aveugles, jusqu'à maintenant, ont été des personnes qui ont été complètement bannies par la société, mises à l'écart, porteuses de cette idée du mal même. Elles ont été complètement mises complètement hors du social. Tout cela, c'est important de le rappeler parce que c'est dire à quel point c'est un problème extrêmement délicat de s'approcher de la cécité et d'essayer d'en comprendre quelques-uns des tenants. Et donc, c'est à partir de cette époque, je crois que tu as exposé tes premières géantes à partir de 2015, 2016 peut-être. D'ailleurs, en même temps que tu les as exposées à Toulouse, tu les as exposées quand même au Guatemala, une expérience magnifique. Et alors, juste, je dis quelques mots juste de la façon que tu avais de t'y prendre. Tu as commencé, je crois, plutôt par des portraits. Il me semble que c'est plutôt les portraits par lesquels tu as commencé et que tu as d'ailleurs essayé de faire pratiquer par tes étudiants de façon réciproque. Mais ensuite, donc, tu t'es lancé dans ces géantes. Ça voulait dire que tu as, au fond, tu dessinais d'une main sur une feuille de papier, une petite feuille de papier, et de l'autre, tu palpais ce modèle avec qui tu t'étais entendu. Puis ensuite, c'est à ce moment-là que tu numérisais ce dessin et que tu le reportais à une dimension où là, c'est la peinture qui intervenait, et je te laisserai la parole pour dire de quelle façon tu t'y prenais. Je voudrais dire encore un tout petit mot. C'est qu'en fait, la démarche de Claude, d'une certaine façon, malgré tout, elle a une dimension quelque peu subversive. Il faut se rendre compte que en fait, et tout le monde est d'accord pour le dire, de plus en plus, notre univers social est complètement saturé par le visuel. Saturé et au point que
dimension du visuel a complètement formaté nos regards, nos façons, notre perception, etc. Et là, il faut dire aussi que ce passant des yeux, forcément, c'est le toucher qui devient premier. Et que le toucher, eh bien, il a toujours fait l'objet d'interdits. D'interdits qui demeurent. L'interdit de toucher, il est absolument partout. On apprend aux enfants à ne pas toucher. On touche les enfants tant qu'ils sont petits. On peut caresser nos petits, nos enfants. Ensuite, on leur apprend eux-mêmes la réserve par rapport au toucher. Et toucher le nu, on peut imaginer à quel point, là aussi, ça peut être compris comme une démarche légèrement subversive, même si les tabous sont quand même un peu atténués, malgré tout, ça reste, il y a quand même une nuance de subversion en s'engageant dans ce genre de travail et en le rendant public. Et au fond, ce que je veux absolument saluer dans ta démarche, c'est que nécessairement, tu as mené une réflexion, un abîme de réflexion sur précisément la façon dont le toucher t'a contraint à te priver de ton savoir en découvrant une toute autre approche et notamment de t'éloigner, de te dispenser de ces modalités de nos savoirs qui sont complètement formatés par le visuel. Et ce visuel qui est devenu omniprésent. Nous voyons maintenant à des fréquences inimaginables, des fractions de secondes. Lorsqu'une image cinématographique faisait, à l'époque des premiers cinématographiques, je ne sais pas, quelques secondes, voire une minute, maintenant ce sont des dixièmes de secondes qui sont soumis à nos yeux. Et cela à tous les niveaux, dans la vie de tous les jours. Donc on n'oubliera jamais à quel point, il ne faudra jamais oublier à quel point nos regards sont complètement formatés par le visuel qui nous est proposé de façon permanente et combien le toucher désamorce, contraint celui qui s'y prête à modifier complètement ce qu'il sait lui a appris la vision. Merci Anne. Oui. Je crois que ce serait pas mal que tu décrives quand même quelques-unes des séances que tu faisais initialement et encore maintenant. Là, tu as parlé d'intelligence artificielle, mais j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu pour décrire la manière que tu as eue et surtout la réciprocité dans laquelle tu as entraîné les modèles avec qui tu travaillais, puisque tu leur as proposé la réciprocité. Tout à fait. Alors, oui, la ligne de conduite de mon travail, c'est dessiner ce que l'on sent et non pas ce que l'on sait, et non pas uniquement ce que l'on sait. Le savoir reste, bien sûr, mais le fait de supprimer la vue me contraint à réfléchir d'une toute autre façon à ce qu'est une forme. Par exemple, si je touche une tête, le nez est au premier plan, mais rien ne m'interdit de dessiner l'oreille et de dessiner ce qu'il y a derrière la tête. Si je touche un corps, je peux dessiner aussi bien le torse que le dos. Rien ne m'interdit de dessiner simultanément sur ma feuille des parties que je ne vois pas, bien sûr, mais qui ne sont pas dans le même plan. Et ça, c'est une des grandes leçons que je tirais de ce travail. C'était la possibilité qui s'ouvrait devant moi d'avoir une simultanéité des touchés et explorant des parties qui, normalement, à la vue, seraient interdites. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement transformé ma façon de dessiner. D'autre part, il est bien évident, comme le disait Anne, que je n'ai pas du tout prétendu devenir aveugle ou jouer les aveugles. C'est pas du tout ça. C'est au contraire me confronter à une toute autre réalité. Et d'ailleurs, la rencontre de certains artistes, en particulier de certains aveugles, y compris d'aveugles de naissance et d'aveugles acquis,
a été pour moi extrêmement intéressante. J'ai fait une expérience avec une toute jeune aveugle qui était aveugle depuis 4 ans et qui donc s'est prêtée à ce travail. Je me suis posé la question, comment est-ce que j'allais pouvoir lui rendre compte de la façon dont je l'avais dessiné. J'ai demandé à un ami qui avait une machine à commande numérique de faire une découpe robotique laser de mes dessins en creux et en relief. Et donc, je lui ai soumis au toucher ces objets, en quelque sorte, les dessins que j'avais réalisés, qui devenaient donc palpables, et je l'ai filmé pendant 1 heure où elle découvre son corps tel que je l'avais dessiné. Et à la fin, je lui demande de faire un bilan, et elle me dit je préfère finalement ça à une photographie, parce que je me reconnais beaucoup plus. J'ai retrouvé, dit-elle, mon poignet, le creux que j'ai à l'estomac, la forme de mon genou. Et donc, il y avait quelque chose de tout à fait émouvant pour moi, de tout d'un coup, qu'elle me renvoie cette réalité que je n'avais pas perçue. La forme de son poignet, oui, je l'avais dessinée, mais pour elle, c'était une évidence. Et alors, ça m'a renvoyé à cette phrase de Deleuze, qui pour moi est extrêmement intéressante, dans son livre sur la peinture, où il dit « Il faudrait que, pour l'artiste, la main cesse d'être l'esclave de l'œil. » Et dans ce travail-là, effectivement, je me retrouve dans cette situation. Alors bien sûr, je ne me contente pas d'en rester à ce symptôme qu'est ce travail en aveugle. Et là, ça me renvoie à une autre phrase qui m'a énormément fait réfléchir et servi dans mon travail. C'est une phrase de Marcellin Plenay qui dit « Trop d'artistes s'arrêtent aux symptômes et l'art commence au-delà du symptôme ». Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément interrogé et qui me guide toujours dans mon travail. Alors, Anne demandait à ce que je vous décrive une séance. Alors, d'une part, avant de travailler, j'explique très précisément à la personne qui travaille avec moi ce que sera cette expérience. Et expliquer ne veut pas dire convaincre. Donc, je ne cherche pas du tout à convaincre, mais à expliquer le travail au préalable. Ensuite, donc, ce travail se fait par le toucher, en aveugle. La personne est nue, j'ai les yeux bandés, je fais un certain nombre de touchés. Selon la série, ça peut être dans des positions statiques, ça peut être dans des positions complètement animées. Vous le verrez dans la série qui se trouve à côté. Ça peut être pour les apsaras des formes très enveloppées, très dansées en quelque sorte, puisque les apsaras sont ces personnages mythiques d'Avalokiteshvara. Je me suis inspiré des peintures de Tuen Wang et on voit ces personnages qui flottent dans l'air. Et donc ça a été une expérience très intéressante de faire ce travail. À l'issue des séances de dessin, il y a une verbalisation, j'enregistre la personne et je lui demande de préciser tout ce qu'elle a ressenti, éprouvé, imaginé pendant la séance. Et cette verbalisation fait l'objet ensuite d'une publication. Vous verrez, j'ai mis à disposition dans la salle à côté, dans la salle d'exposition, des livres où j'ai réuni les paroles des personnes qui ont participé. À la fin de la séance, changement de rôle. Je ne voulais pas rester dans le schéma social traditionnel, l'homme est l'artiste, la femme est le modèle. Changement de rôle, je me prête à mon tour à être touché et la personne devient l'artiste. Elle me touche de la même façon, 6 dessins, et ces dessins, je les numérise, je les retravaille, bien sûr, et ensuite, ça devient ce que nous avons appelé avec ma compagne, les répliques. Et les répliques, c'est moi qui deviens le sujet. Et vous en verrez 2 à côté, les répliques qui encadrent les apsaras. On ne pouvait pas mettre tout, comme vous l'a dit tout à l'heure Christian. Il y a donc 1555 pièces de la série Corps aveugles. Il faudrait vraiment pousser les murs pour arriver à tout mettre. Bon, voilà quelques idées sur mon travail, mais maintenant je suis tout à fait prêt à répondre à des questions si vous en avez à me poser. Vous aviez d'abord vu le modèle avant de vous bander les yeux? Oui, la plupart du temps, j'ai vu le modèle.
Mais pour les couples, pour les portraits en aveugle, c'est une performance que j'ai faite au théâtre Le Vent des Cygnes. Pendant une semaine, j'étais présent. Le matin, les gens arrivaient et certains souhaitaient que je ne les ai pas vus avant. Donc, avant qu'ils entrent dans la salle, je mettais mon bandeau et ils s'approchaient, je faisais les 6 touchés. Et c'est seulement après que j'enlevais mon bandeau et que je découvrais la personne. Et là encore, la plupart du temps, il n'y avait absolument pas convergence entre ce que j'avais ressenti par le toucher et ce que je découvrais ensuite sous les yeux. Voilà. Alors, simplement, pour les autres personnes, le dispositif nécessite quand même des explications. Et il était très difficile que je ne voie pas la personne ou que je lui donne les indications, les yeux bandés. Ceci dit, ça ne change pas grand-chose parce que c'est tellement difficile. Les possibilités sont tellement infinies dans cette situation que même si je connais bien la personne, et certaines personnes, je les connaissais, ce sont des amis depuis des années et des années, la difficulté était toujours aussi grande. Voilà. Mais en effet, c'était une très bonne question. Il y a une autre artiste que j'ai mentionnée d'ailleurs, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Prune Nourri, oui, et qui a travaillé aussi les yeux bandés. Mais elle s'est abstenue de rencontrer les personnes dont elle a fait le buste en les palpant, et de même qu'après, y compris après l'exposition, elle ne les a jamais rencontrés de visu. La Prune Nourri, qui a actuellement une exposition à Paris. Ah oui, c'est une artiste extrêmement intéressante, oui. Voilà, s'il y a d'autres questions. Alors, précision technique. Les œuvres que vous voyez là sont bien sûr des œuvres uniques. Ce qui est dans les cadres est reproductible. En réalité, tout ce qu'a expliqué Anne sur mon parcours, c'est vrai que j'ai, pendant des années, étant professeur d'arts appliqués, j'ai été obligé de suivre toute l'évolution technologique. J'ai vu apparaître et disparaître des techniques. J'ai vu, dans les industries des arts graphiques, j'ai vu des salles entières remplies de tout ce qui partait à la casse, parce que ça n'était plus d'usage. Les plombs, les linotypiques, tout un matériel qui a disparu. Le travail, le tracette, qui était une découverte extraordinaire et qui, quelques années après, disparaissait. Donc tout ça m'a obligé à une mise à jour permanente. J'ai passé mon temps à apprendre et quand je me suis retrouvé donc à la retraite, eh bien j'avais acquis une connaissance totale qui me permettait d'être autonome dans tout mon travail, depuis le dessin jusqu'à la maîtrise complète de la chaîne graphique, de l'impression, puisque j'imprime moi-même, etc. Donc ça a été pour moi très intéressant, ce qui m'a permis d'ailleurs d'explorer toute une série de logiciels, de voir comment je pouvais les tromper, les modifier, les acclimater, les transformer selon mes besoins. Autre point technique important, ce que vous voyez là, donc c'est fait par par projection, vidéoprojection des dessins que j'ai faits. C'est travaillé sur des calques polyester. Donc tout est fait donc manuellement, bien sûr, ce sont des œuvres originales non reproductibles, et c'est travaillé surtout recto verso. Comme ce sont des calques polyester, je peux complètement transformer les couleurs. Celles qui sont peintes devant sont retravaillées derrière pour les modifier. Certaines sont peintes derrière et apparaissent telles quelles devant. Les gris sont peints derrière. Il y a les noirs, oui, ils apparaissent. Pardon, ce qui apparaît en gris devant est peint en noir derrière. Et c'est la translucidité du matériau qui fait apparaître ces couleurs. Dans le cas des rouges qui sont ici, pour qu'ils soient vraiment rouges, derrière, je vais peindre avec un autre rouge, ou bien un orange, et ainsi de suite. Donc c'est constamment une réflexion sur recto-verso pour arriver petit à petit, c'est un processus très long, très compliqué. Tout doit être fait aussi à main levée, parce que si ce support est très intéressant pour moi,
parce qu'il est translucide, parce qu'il est indéchirable. Il a aussi un double inconvénient, c'est qu'on ne peut pas corriger. Ce qui est fait est fait. Alors, quelquefois, j'arrive à atténuer certaines choses grâce au Scotch-Brite, voilà, mais ce n'est pas conseillé. Donc, il faut travailler à main levée, ne pas toucher le support pour ne pas le graisser. S'il y a de la graisse des mains, l'encre ne prend plus. Donc, travail à main levée et travail du premier coup. Une erreur n'existe pas, c'est un travail définitif. Et là, ça me renvoie, j'ai accepté ça parce que j'avais visité il y a fort longtemps l'abbaye de Sénanque. Et dans cette abbaye, c'est une de ces 3 grandes sœurs cisterciennes, on m'avait expliqué que les moines cisterciens ne corrigeaient pas leurs erreurs. C'est pour ça qu'on voit à un endroit une colonne et le chapiteau à côté, ce qui me paraissait tout à fait incongru. Et on m'a dit, les bâtisseurs se sont trompés dans les mesures, les moines ont accepté ça, on ne corrige pas une erreur, on l'accepte. Eh bien, c'est ce système-là, j'accepte ce qui se passe, et ce qui se passe est le définitif. Voilà. C'est un travail qui rejoint ce que j'avais fait avec les artistes interviewés, ici et maintenant. Ouais. Alors, certains ont une légère couche de vernis que je passe après coup, un vernis satiné, parce que certaines encres pourraient se diluer. Une fois que ce sont des encres acryliques, donc la plupart sont très résistantes. Mais pour obtenir certaines couleurs, je suis obligé d'utiliser des mélanges de ma fabrication. Et là, je reviens à l'enseignement qu'on m'avait donné quand j'étais aux Beaux-Arts d'Amiens, tout jeune, et en particulier le travail avec le fiel de bœuf et avec certaines résines qui me permettent d'obtenir des transparences, des translucidités de l'encre qui ne sont pas propres, qui sont impossibles avec l'acrylique. Donc c'est tout un travail de recherche, d'essai, et ensuite, vous le dites, le vernis peut parfois être utile pour fixer certaines couleurs. Alors les mains tout arthrosiques, ce sont les mains que je touche. C'est-à-dire que quand je touche une main, alors j'ai les yeux bandés, et automatiquement, je vais sentir d'abord la partie du muscle qui est souple. Donc, je vais avoir un dessin qui va être plus fin. Mais dès que j'arrive à l'articulation, alors c'est dur. Donc, ce dur, je l'exprime par un tracé plus important. Voilà. Et ce sont ces différents types de touchés qui vont faire apparaître ce qu'on pourrait percevoir comme des déformations, mais que j'accepte comme des réalités du corps vécu, du corps perçu. Et ça, pour moi, c'est très important. Anne disait tout à l'heure qu'il y avait effectivement, ça pouvait apparaître pour certaines personnes quelque chose de choquant, ce travail sur la nudité. Alors, c'est vrai que je suis régulièrement censuré, y compris dans des lieux où j'aurais espéré ne pas l'être. Mais mes 4 dernières expositions, j'ai donc été censuré. C'est-à-dire que les salles où j'exposais étaient soit fermées à clé, soit les enseignants refusaient de venir avec les élèves pour faire des visites guidées. Donc voilà une réalité encore d'aujourd'hui. Quand j'ai exposé au Carmel de Pamiers, dans la grande salle, dans le grand réfectoire, des amis sont allés pour voir l'exposition et arrivés devant ma salle, fermée à clé. Toutes les autres salles étaient ouvertes, mais la mienne était fermée à clé. Et elles ont été obligées de demander avec insistance qu'on leur ouvre la salle. Mais on lui a dit, attention, si des élèves, si des jeunes arrivent, vous ne les laissez pas rentrer. Ça se passait en 2024. Et je ne cherche pas du tout à mettre en évidence le travail. Si on fait vraiment le travail en aveugle, le sexe n'a pas plus d'importance que le nez ou que l'oreille. Voilà. Donc ça, c'est une réalité extrêmement intéressante. Ceci dit, pour compléter votre remarque, j'ai fait une série et je continue à faire ce travail sur le sexe, réellement sur le sexe. J'en ai pas exposé ici, il n'y avait pas la place, mais personne ne peut deviner qu'il s'agit d'un sexe.
Je les avais exposés, j'en avais exposé une série avec les géantes Parmons et Parvaux à lieu commun. Et personne n'a fait la moindre remarque parce que pour moi, il s'agissait d'un acte politique au sens réel du terme, c'est-à-dire lutter contre l'obscurantisme. Voilà. Et donc ce travail sur le sexe, réciproque toujours, bien sûr, c'est-à-dire je touche le sexe de l'autre, l'autre touche mon sexe et le dessine. Alors, petite anecdote, une personne s'est approchée, il me dit, là, c'est un petit lapin, ça. C'est effectivement un lapin. Voilà. Je ne voulais pas lui interdire. Alors, je reviens sur ce que disait Anne sur le texte de Diderot. Alors, ce texte de Diderot a été pour moi très important. Alors, c'est vrai que je travaille depuis des années à partir de textes littéraires. Beaucoup de personnes, d'écrivains ont écrit sur mon travail. Je vois Serge Pey ici qui a écrit un texte magnifique sur ce que j'ai fait et que je remercie encore. Et j'ai toujours besoin de m'appuyer sur un travail littéraire. Actuellement, il y a un texte qui m'est extrêmement précieux et qui m'a vraiment fait comprendre des quantités de choses. C'est le livre de Daoud sur le peintre dévore la femme. C'est un petit ouvrage qui est, le livre de Kamel Daoud, est vraiment extraordinaire. Il m'a fait comprendre la différence entre civilisation orientale, civilisation occidentale, les interdits, choses comme ça. Et je suis en train de lire ça. Et c'est quelque chose qui va très certainement modifier mon travail pictural. Comment vous avez interprété la phrase que vous avez citée tout à l'heure, que l'artiste ne doit pas s'arrêter aux symptômes? Oui, alors... Oui, ça c'est une phrase. Bon, j'ai souvent rencontré Marcelin Plenet, je l'ai interviewé. Il est venu voir mon atelier. Voilà, il a prononcé cette phrase quand je l'ai fait venir au lycée des Arènes pour mes étudiants. Et quelqu'un lui a dit, je suis surpris que beaucoup d'artistes fassent très peu de choses, mettent quelques objets et l'accompagnent d'un texte extrêmement long pour le justifier et expliquer que c'était dénoncer telle chose, dénoncer c'est ça. Et alors il a eu cette réponse, il a dit parce que trop d'artistes s'arrêtent aux symptômes et pensent que le symptôme c'est l'œuvre. Et au contraire, l'œuvre ne commence qu'au-delà du symptôme. C'est-à-dire comment trouver son style, comment à partir de ce que l'on a choisi, de ce que l'on veut dénoncer, comment en faire une œuvre, c'est-à-dire comment trouver un style, une façon unique et nouvelle de l'exprimer. Voilà ce que voulait dire Marcelin Plenet. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir, que j'ai proposé à mes étudiants comme point de réflexion, et avec lequel on s'est longtemps confronté. Voilà. Je voudrais juste redire quelque chose à propos de Diderot et un petit parallèle que j'ai établi entre Diderot et toi, puisque en fait, dès que tu as été au contact des aveugles, tu as essayé de te mettre d'une certaine façon dans la même condition qu'eux-mêmes, hein, en obstruant tes yeux. Et je suis tombée sur un texte de Diderot, la lettre que Diderot adresse à Sophie Valland, le 10 juin 1749, fut écrite la nuit. Et je le mentionne, j'écris sans voir. Je suis venue, je voulais vous baiser la main et m'en retourner. Voilà la première fois que j'écris dans les ténèbres. L'espoir de vous voir un moment me retient et je continue de vous parler sans savoir si je forme des caractères. Partout, il n'y aura rien. Lisez que je vous aime. Je trouve très amusant que Diderot, justement pour parler des ténèbres, ceux des aveugles qu'il côtoie et dont il étudie les comportements, eh bien, à son amoureuse, il écrit lui-même dans les ténèbres. Oui, alors, il faut dire que cette amoureuse était aveugle. Elle était très jeune. C'était la fille d'un de ses amis qui était une brillante mathématicienne.
Et il était très admiratif de cette jeune femme aveugle, avec un savoir, une énergie magnifique. Et donc, c'est à partir de sa rencontre avec cette jeune femme qu'il a formulé toute une réflexion passionnante que l'on retrouve dans ce petit ouvrage qui s'appelle « Être sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient ». Et il a formulé cette idée. À un aveugle de naissance, je lui donne un cube, une sphère et un cône. Il les touche et je les lui nomme. À chaque fois que je lui donnerai un cube, une sphère, un cône, il pourra dire cube, sphère, cône. Supposons maintenant qu'on lui rende la vue. On lui présente, sans qu'il les touche, un cube, une sphère, un cône, il ne saura pas les nommer. Il ne pourra les renommer que lorsqu'il les aura retouchés. Voilà. Donc c'est tout un travail passionnant, toute une réflexion passionnante de ce texte que j'ai relu de nombreuses fois et qui a vraiment soutenu ce travail depuis 15 ans. Encore une question, qui est peut-être plus médicale qu'artistique, encore que. Est-ce que vous avez connu des aveugles de naissance qui dessinent? Alors, je n'ai pas connu d'aveugles de naissance qui dessinent, mais j'ai fait dessiner des aveugles de naissance. Ah. Voilà. Oui. Ce que décrivait Anne tout à l'heure, oui, il avait 72 ans, il faisait de la radio, donc c'est quelqu'un qui était avec beaucoup d'aisance pour parler, mais lorsque je lui ai proposé de faire mon portrait, alors effectivement, il a été pris de panique, donc il s'est mis à trembler, et donc j'ai dû lui parler, le calmer, et petit à petit, il a accepté, donc il a fait mon portrait. Ce portrait, il a commencé par une oreille qu'il a mis d'un côté, puis il a continué à énumérer, donc les yeux, puis il a dessiné le nez, puis tout au bout, l'oreille. Donc il a fait une nomenclature horizontale. 15 jours après, je lui ai demandé de me refaire mon portrait. Il a refait une nomenclature, il a commencé par l'oreille en haut, puis il a commencé par les yeux, il a continué, puis il a mis une oreille en bas. Et ça m'a paru extraordinaire. Mais j'ai dit, voilà une liberté que je dois aussi conquérir. Pourquoi orienter par rapport... Donc il y avait là quelque chose, une sorte de révélation sur une possibilité explorée par certains artistes dans l'art contemporain, et en particulier dans le cubisme. Et donc je me suis dit, à nous de la liberté. Et voilà une autre façon que j'ai eue à ce moment-là de toucher les corps et d'inclure l'arrière, le non visible à l'œil, mais en tout cas accessible au toucher. Voilà, oui, constamment, c'est une chose qui évolue, qui va constamment se modifier au fur et à mesure des découvertes, des rencontres avec les gens. Et rencontrer une personne et la toucher un corps nu, c'est quelque chose de passionnant, mais d'extrêmement éprouvant. C'est une épreuve physique, réellement. C'est à chaque fois un apprentissage. C'est quelque chose que les gens me donnent d'une façon extrêmement généreuse et qui va me modifier complètement dans ma relation à cette personne. Chaque séance se termine par l'interview, l'enregistrement, et j'y tiens beaucoup, verbaliser ce qui s'est passé, et avec une suite ou pas, tout est possible, on peut continuer le travail ou l'arrêter là, mais c'est quelque chose qui me modifie à chaque fois. Oui, moi je me posais une question par rapport à la sculpture, parce que, en définitive, est-ce que alors je ne le sais pas, hein, est-ce que pour les aveugles, la perception des volumes, surtout par rapport à une tête, enfin bon, n'est pas peut-être plus simple que la perception en 2 dimensions, qui est une reconstruction. Et là, je pense à Picasso qui disait que ces peintures cubistes, donc en 2 dimensions, de fait, il les pensait comme une espèce de statuette qu'il regardait de tous les côtés, et qu'il recomposait en 2 dimensions, d'ailleurs ce qu'il faisait lui-même en 3 dimensions. Enfin, je veux dire, c'était un sculpteur, Picasso aussi. Alors voilà, je me disais, en définitive, est-ce que le rapport à la représentation
n'est pas plus difficile en 2 dimensions qu'en 3. Ah, vous avez tout à fait raison, bien sûr. Et c'est aussi mon problème. Quand je touche, je vous disais tout à l'heure, si je touche devant et le dos, comment sur un même plan je vais le représenter? C'est tout le problème qu'avait cet homme qui a fait mon portrait. Comment dessiner l'éloignement, comment dessiner ce qui est devant et ce qui est loin. Alors ça c'est une réalité. C'est tout le problème de la 3e dimension qui échappe, bien sûr, aux aveugles de naissance. Je dis bien de naissance. En revanche, le travail qu'ils peuvent faire sur le toucher, sur un volume, est quelque chose qui est beaucoup plus accessible, mais qui n'est pas plus facile à restituer. Pour eux, qui n'est pas plus facile à restituer. Donc, il y a quelque chose là de très intéressant. Je pense à une amie qui a fait un ouvrage sur la Sainte-Chapelle, elle était conservatrice de la Sainte-Chapelle, et elle a choisi quelques éléments dans ce magnifique bâtiment qui étaient accessibles uniquement aux aveugles, pour qu'ils puissent les toucher. Donc, ils pouvaient les toucher, et simultanément, un collègue de l'école Estienne à Paris a réalisé un livre où il a réalisé par des reliefs, des bas-reliefs, on va dire, dans un papier spécial. Il a en quelque sorte photographié ces éléments de la Sainte-Chapelle, il les a restitués en un faible relief dans ce livre, et c'est un manuel qui permettait aux aveugles de naissance de venir toucher dans la Sainte-Chapelle et savoir ce que c'était, puisqu'il y avait au-dessus, dans leur livre, toute l'explication en braille. Je voudrais ajouter un mot aussi sur cette question qui est également très pertinente. Bien sûr que c'est beaucoup plus accessible à des sculpteurs puisque c'est la main qui guide leurs gestes. Mais il y a quand même une chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est que vous avez utilisé le mot représentation. On ne sait rien des représentations qu'ont les personnes, par exemple, qui n'en ont jamais vu. On n'a aucune traduction possible. Alors en effet, les biophysiciens de l'optique ou de l'oculométrie travaillent, font faire des dessins à des aveugles, y compris à des aveugles-nés. Mais ce qu'on voit dans ces dessins, c'est ce qu'ils ont appris justement en palpant ou en se faisant faire des descriptions. Mais ça ne veut pas dire pour autant... Alors on retrouve des soleils tels que les dessinent les enfants parce qu'ils savent bien que c'est comme ça qu'on dessine un soleil avec des rayons, etc. Mais on ne sait rien de ce qui se passe au niveau de leur propre représentation. Peut-être que le mot même n'a pas de sens. Alors, j'ai aussi eu une expérience tout à fait intéressante qui va dans le sens de ce que tu dis. Une amie qui était en train de devenir aveugle m'a demandé le plus vite possible de faire une géante avec elle et de faire son portrait. Donc, je les ai faits, ça prend quand même un certain temps. Mais entre-temps, elle était rentrée dans un hôpital où on lui apprenait la vie d'aveugle, donc le déplacement avec la canne, etc. Et malheureusement, quand j'ai envoyé l'image par WeTransfer, elle était déjà trop aveugle pour pouvoir la voir complètement. Mais elle se l'est fait décrire par une assistante qui était spécialisée dans ce domaine. Et avec le peu qu'elle a pu voir et la façon dont on lui a décrit cette image, elle a pu se faire une idée de la façon dont je l'avais dessinée et la façon dont j'avais... résumer ce que j'avais ressenti d'elle. Voilà, je crois que c'est l'heure. Alors L'exposition Corps aveugles de Claude Jeanmar se tient du 25 janvier au 28 février 2025 à la galerie Ombre Blanche. Vous venez d'entendre une rencontre à l'occasion du vernissage de l'exposition, enregistrée samedi 25 janvier 2025, en présence du peintre Claude Jeanmar et de l'autrice et sociologue Anne Sauvageau. Réalisation Radio Radio, en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Obývat.
všem nemusím se bát. Jenže by vaše srdce mohlo snad chřadnout a časem utrápit se zcela. Miláčku drahý, když mě máš tak rád, můžeš mě třeba 100 let objímat. Jednou uviděl,